Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va ouvrir un grand unboxing, big book unboxing. Oui, en fait ici vous avez des livres qui viennent de chez Cultura, des livres qui viennent de chez Amazon et des livres qui viennent de chez la petite librairie d'à côté. Donc j'ai tout rassemblé pour vous montrer aujourd'hui, après on s'en fiche de quel endroit qu'est-ce qui vient. Sachez que tout ça vous pouvez trouver sur Amazon, ça c'est sûr, si vous êtes pressé d'avoir ce que je vais vous présenter. On va se rapprocher un petit peu et comme ça je vais vous montrer les bouquins. On va lire 4e de couverture pour chaque bouquin. Donc je vais commencer par le petit trésor qu'on va ouvrir d'ailleurs ensemble parce que je suis très pressée de voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est ça en fait. Aki Shimazaki, le poids des secrets. J'espère que vous voyez bien parce que bon désolé il y a des fois des reflets. On va ouvrir tout ça parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'y cache. Donc c'est un petit coffret, il paraît qu'il y en a une trentaine de livres, ou une quinzaine, je ne sais plus. Donc ce sont des livres très très fins. Un petit coffret très fin également. Et voilà, tout ça. Il paraît que chacun a son nom. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. Alors, on va commencer par Tsubaki qui veut dire camélia. Et là vous avez une fleur sur la couverture. Donc tout ça c'est aux éditions Babel. Ce sont des romans. C'est assez aéré hein, comme lecture. Je pense pas que ça va être compliqué, enfin j'espère. En tout cas on m'a dit que c'était quelque chose d'assez sympathique, assez cocooning, assez voilà. Donc ici, Camélia, donc le poids de secret, Tsubaki. À la mort de sa mère survivante de la bombe atomique de Nagasaki, Namiko se voit remettre deux enveloppes. La première est adressée à un oncle maternel dont elle ignorait l'existence et qu'elle est chargée de retrouver. La seconde contient une lettre en forme de confession à sa fille, sans laquelle elle n'aurait pu partir en paix. Elle y raconte son quotidien pendant la guerre, son premier amour, et révèle le secret qui l'a poussé à commettre l'indicible. Je vais vous dire qui c'est, Aki Shimazaki. Elle est née au Japon, vit à Montréal depuis 1991. Tsubaki fait partie de son premier cycle romanesque, Le poids des secrets. Toute son œuvre est disponible chez Actes Sud, notamment des deux autres pentologies, Au cœur du Yamato et L'ombre du Chardon. Je vais voir si je vais acheter les autres. Tout dépend si je vais apprécier ceux-là. Ensuite, on a Amaguri qui signifie coquillage. Si la traduction était bonne, je ne sais pas. Donc, enfant illégitime, Yukio est très attaché à une petite fille avec laquelle il joue quand elle vient au parc avec son père. Le jour où sa mère se marie, il quitte Tokyo pour Nagasaki. Une autre vie commence avec enfin une figure paternelle, mais Yukio reste d'un naturel solitaire. Il pense souvent à la fillette qu'il avait demandé en mariage et dont il garde un souvenir aussi doux que vague. À l'adolescence, pendant la Seconde Guerre mondiale, il tombe amoureux de sa nouvelle voisine, mais ne peut oublier sa promesse d'enfant. Oui, je pense que ce sont des bonnes traductions parce qu'on a en effet ici un coquillage. Écoutez, ça a l'air super sympathique. Ensuite, on a Tsubame, Hirondelle donc. La jeune Yoni vit à Tokyo avec sa mère et son oncle venus de Corée avant sa naissance. Afin de la protéger d'émeutes contre leur communauté à la suite du tremblement de terre qui a dévasté le Kanto, en 1923, sa mère l'a confiée à un prêtre catholique qui la met à l'abri dans son orphelinat. Désormais cachée sous un nom japonais, coupée de son histoire familiale, Yoni ne découvrira que des années plus tard le secret de ses racines. Sympa, hein? Oui, si vous voulez savoir le nombre de pages, il y en a vraiment pas beaucoup. Là, dans celui-ci, il y en a 120. Dans le précédent, il y a 115. Et le tout premier, il y en a 114. Et ce qui est bien aussi, je viens de voir à la fin de livre, vous avez un glossaire. Ça peut être utile, par exemple, ce que signifie Bakufu. C'est un gouvernement féodal de Japon. Biwa, nef de Japon, etc. Et puis là aussi, vous avez, comme Babel, ce sont des éditions qui sont numérotées. Ici, vous avez d'autres numéros et d'autres auteurs. D'autres livres. Donc, c'est pas le même auteur. Bon, voilà. Donc, tout ça. Nous avons de très jolies couvertures, quand même. Wasurenagusa. Donc, ça veut dire myosotis. Myosotis, je sais pas comment on prononce cette fleur. Donc, héritier d'une noble famille de la cour impériale, Kenji Takahashi a divorcé aux grandes dames de ses parents qui ne songent qu'à le marier à une femme de bonne lignée. Mais il est stérile et préférait
garder ce secret pour lui. Lorsqu'il tombe amoureux de Mariko, orpheline et mère célibataire, il sait que ses projets risquent de se heurter à la volonté parentale. Il puise son courage dans le souvenir de Sono, la Nours qui s'est occupée de lui et à laquelle il reste très attaché, mais qui s'est exilée à Mandkouri. Bon, celui-ci, il est un peu perturbant, en tout cas, à lire la 4e de page, la 4e de couverture. Je suis désolée si vous entendez, c'est la machine à laver, donc bon. D'ailleurs, entre-temps, je voulais vous présenter ça. J'ai acheté ça sur Hobby. C'est la lampe pour le tricot, j'ai acheté ça, mais on peut lire aussi avec. C'est génial, franchement, c'est très pratique pour quand vous lisez dans la nuit. Ça se met sur le cou et derrière, vous avez un petit mousse qui vous permet de ne pas avoir froid au cou parce qu'il est en métal et qui vous permet justement de ne pas avoir mal aussi au cou. Et enfin, le tout dernier, c'est le luciole. C'est le luciole, donc Hotaru. L'étudiante en archéologie Tsubaki aime tendrement sa grand-mère Mariko, à qui elle a toujours confié ses tourments intimes et amoureux. Depuis une commotion cérébrale, la vieille dame, désormais veuve, semble victime d'hallucinations et ses jours sont comptés. De la confusion de ses propos se détache pourtant une histoire d'innocence abusée qui concerne la jeune fille qu'elle était. Bon, ce sont des histoires, je pense, un peu tristes quand même, un peu même beaucoup, mais écoutez, ça donne vraiment envie de les lire, découvrir cette autrice, et je connaissais pas du tout, d'ailleurs, comme d'autres que j'ai acheté aussi, j'en ai acheté un autre auteur ou autrice japonaise, ou japonais, parce que c'est un peu compliqué de comprendre vis-à-vis le nom, si c'est un homme ou une femme, je ne connais rien de Japon. Mais je suis quand même, j'aimerais quand même aller voir ce pays, je trouve que c'est un pays très très beau. J'aime beaucoup la mentalité de ces gens, donc voilà. Ensuite, on va passer à autre chose. On reste au Japon. Toshikazu Kawaguchi ou Kawaguchi, je ne sais pas comment on prononce exactement. Je suis littéralement tombée amoureuse de ce livre quand je l'ai vu. En plus, il est tellement agréable. Il a 238 pages. Et puis c'est sympa, c'est un livre sur le café. Et puis vous avez entre les parties, les chapitres, des petites tasses de café comme ceci. Voilà. C'est très sympa. Le papier est assez épais, c'est assez aéré comme écriture. Donc je pense que ça devrait pas être très compliqué. Donc ici, nous avons Tant que le café est encore chaud. C'est aussi un roman chez Alban Michel, traduit du japonais par Miyako Slocombe. Chez Funicula, le café change le cœur des hommes. À Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent emporte davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le roman de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Donc ici, nous avons Publisher Weekly qui dit que c'est un roman extraordinaire sur un café où tout est possible. Écoutez, ça donne vraiment très très envie, je pense que c'est un bon livre. Ensuite, on va faire une petite intervention avec un livre qui n'a rien à voir ni avec les auteurs japonais ni avec d'autres auteurs, mais c'est un livre plutôt sur, on va dire, la psychologie, tout ça. Donc ça c'est Chomsky, Noam Chomsky, ce sont des essais, donc petite biblio paillot essai, le langage de la pensée, j'en ai entendu parler, on a étudié cet auteur, parce que c'est un grand linguiste d'origine ukrainienne, et on en a parlé beaucoup en cours de linguistique suédoise quand je faisais mes études à l'université à la Sorbonne Paris 4. Donc ici, l'étude de la structure du langage peut nous aider à mieux comprendre l'intelligence humaine. Telle est la conviction de Noam Chomsky. Père de la grammaire générative qui a révolutionné la linguistique, influencé les sciences cognitives et profondément modifié ce que nous savions de l'apprentissage du langage par les enfants. Il s'en explique dans ce livre où il revient sur certains concepts et expressions clés de sa pensée, la grammaire universelle, la structure profonde, la biolinguistique, l'aspect créatif de l'utilisation de langage, fournissant ainsi l'une des meilleures introductions à une théorie majeure située au croisement de la linguistique, de la philosophie et de la psychologie. Et oui, c'est assez poussé. Donc ici, c'est un professeur émérite de Massachusetts Institute
of Technology, MIT, Noam Chomsky a publié de nombreux ouvrages dont Structure syntaxique, Questions de sémantique et Réflexions sur le langage. Il est l'un des plus grands linguistes de notre temps, donc traduit de l'anglais États-Unis par Louis-Jean Calvé et Claude Bourgeois, nouvelle édition augmentée. Ici nous avons combien de pages? Il est assez dense ce livre. 362 pages, mais c'est quand même comme une bible. Hein. Regardez-moi ça, c'est très rempli, il n'y a aucun vide. Mais bon, ça c'est des livres qui se lisent pas vite, il faut prendre son temps. Et il faut comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est pas un roman. Hein. Enfin, j'ai pensé que cette machine allait jamais s'arrêter. Bon. On continue, j'attendais qu'elle s'arrête un peu. Il y aura encore une pépite à la fin, je vous ai montré une pépite au début, il y en aura une à la fin. Alors, j'ai changé un petit peu de lumière aussi parce qu'il y en avait trop dans le visage. Donc je vais continuer avec, je pense que c'est un roman. Et puis après, on va passer au thriller. Laetitia Colombani. Je sais que tout YouTube en a parlé déjà de ce bouquin, mais je l'ai pas acheté parce que tout YouTube en a parlé. C'est parce que je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit, ça a l'air pas mal. Donc ici, c'est un livre qui s'appelle La Tresse. Inde, Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Cécile, Julia travaille dans l'atelier de son père lorsqu'il est victime d'un accident. Elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents. Une même soif de liberté. Ça donne très envie, mais je pense que ça doit être très émouvant, assez difficile à lire, parce que pas facile quand il y a des vies compliquées. Mais ça doit être bien sympathique. Il y en a 234 pages. C'est assez, bon, c'est classique comme écriture, ni aéré ni dense, ça va. Ici, nous avons donc Paris Match, Valérie Thierweiler, qui nous a écrit La Tresse, Thierweiler, j'ai du mal avec son nom, Thierweiler. La Tresse provoque l'engouement dans le monde entier. Après, par la grande librairie François Bunel qui nous donne son avis, un roman dans lequel il y a tout, la musique, le rythme, le suspense, les personnages forts, superbes, et puis une intrigue qui vous serre le cœur. Et puis on a elle, donc Olivia de Lambertry, 3 femmes qui ont découvert le pouvoir de dire non. Et ce livre il a obtenu prix relais de voyage lecteur, trophée littéraire des femmes de l'économie et globe de cristal du meilleur roman. Écoutez, ça donne envie, on verra bien. Maintenant, on va passer doucement à tout ce qui est thriller, et à la fin, vous allez avoir une pépite, mais qui est un roman. Donc, on reste un petit peu dans les thrillers. Enfin, ça commence doucement. Donc, celui-ci, un roman, peut parfois changer une vie. Donc, c'est une chambre 128 aux éditions Point par Cathy Bonidin. Quand Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage pour de courtes vacances en Bretagne, elle ne sait pas encore que ce séjour va transformer son existence. Elle y découvre un manuscrit qu'elle décide de réexpédier à son auteur. La réponse en retour la stupéfie au point de vouloir remonter la trace de tous ceux qui ont eu ce livre entre les mains. Contre toute attente, histoires d'amour et secrets intimes surgissent. C'est sympa, non? Cathy Bondian est une institutrice près de Vannes. Son premier roman, Le parfum de l'Élébore, a reçu 11 prix littéraires. Ah bah tiens, ça donne envie quand même. Hein. Je vais voir ce que c'est que ce livre. Donc celui-ci, il a 253 pages. Voilà. À peu près l'écriture comme elle est. C'est assez aéré, je pense. Ensuite, ce sont que des auteurs que je ne connais pas du tout. Lisa Jewell, On se reverra. Traduite de l'anglais par Adèle Roland-Lodem. Donc ici, les souvenirs, c'est comme les cadavres. Tôt ou tard, ils refont surface. En fait, j'étais interpellée par cette belle couverture, elle m'a beaucoup plu. Et puis, ce qui est marqué derrière, pareil. Hein. Édition Hauteville Suspense. Donc ici, nous avons qui est cet homme assis sur la plage en pleine tempête sur le lieu d'un crime commis 20 ans plus tôt. Il n'a pas de nom, pas de manteau et a perdu la mémoire. Alice prend l'inconnu sous son aile et décide de l'héberger sans savoir qu'il va bouleverser sa vie à jamais.
Au même moment, dans la banlieue de Londres, Lily attend en vain le retour de l'homme qu'elle vient d'épouser et dont la police tarde à signaler la disparition. Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui elle a tout abandonné? Un roman haletant et au suspense maîtrisé. Donc ici vous avez donc les avis par auteur Jojo Moyes. J'adore les livres de Lisa Jewell, mais On se reverra m'a complètement happé. Je l'ai dévoré en une journée, ça m'a transporté. Ensuite nous avons The New York Times. Une intrigue menée de main de maître. On retient ce souffle jusqu'à la dernière page. Voilà, moi j'aimerais bien aussi le dévorer en une journée. Combien de pages il a? Il en a plus de 300 pages quand même, il a à peu près 400, même 370. Voilà. Ensuite on passe à d'autres romans, à d'autres thrillers. Ce qui se passe c'est que j'ai acheté celui-ci, mais il se trouve que c'était un deuxième, donc j'ai acheté celui-là. On va commencer par le premier, donc chez Babel, Noir, pareil, les deux. Mais ce qui me déçoit un petit peu, c'est que c'est pas tout à fait dans le même style la couverture. J'en ai vu un autre chez Actes Sud, un format broché, que j'ai adoré la couverture, trop belle. Je ne sais pas si Babel va faire une aussi belle couverture, mais enfin bon, on verra bien. On verra déjà si j'aime bien les deux premiers. Bon, j'étais obligée de prendre le premier pour savoir si j'aime, et en effet, je vais devoir continuer le deuxième, mais si j'aime pas les deux, ben, j'achèterai pas le troisième, on verra bien. Donc je découvre Hilarion, l'énigme des fontaines mortes, de Christophe Estrada. Je connais pas du tout cet auteur, enfin c'est un roman, mais je pense que ça va être un peu roman noir, un peu thriller en fait. Donc ici, automne 1776, Aix-en-Provence s'anime. Le roi, en signe d'apaisement, vient de rétablir les parlements du royaume et les messieurs qui y siègent rentrent de villégiature. Le chevalier Hilarion a envoyé en mission par le jeune Louis XVI pour asseoir son autorité dans la Provence. Retrouve avec plaisir la marquise d'Espinouse, sa vieille tante. Mais très vite, le temps n'est plus aux réjouissances ni au plaisir mondain. De la scène de théâtre où triomphe la Vitalie, le drame se déplace dans les rues les plus sordides de la cité. Le corps de l'amant de la séduisante comédienne, fils d'un parlementaire influent, est découvert dans une impasse. Crime crapuleux? Vengeance? Et si la réponse se trouvait à Toulon, d'où arrive le bruit des frasques des fils de bonne famille qui servent le roi dans les gardes marines. Tandis que la noblesse d'Aix enterre ses morts, Hilarion est sollicité pour débusquer l'auteur des mises en scène aussi macabres que scandaleuses. Dans l'ombre du vieux palais comtal, le chevalier investigateur, cruel et précieux, découvrira la corruption des cœurs et devra faire face à ses propres démons. C'est... Waouh, on verra bien. Donc après une enfance à Grasse, Christophe Estrada entame des études de lettres à Paris et se consacre à la poésie, séjourne plusieurs années au Caire où il enseigne. Il vit actuellement à Reims. Hilarion a reçu en 2012 le prix Historia du roman policier historique et le prix Interpolar. Écoutez, j'ai vraiment très envie, mais c'est assez dense comme écriture, enfin... C'est assez épais comme livre, je pense qu'il doit y avoir 700... Non, il n'y a pas 700 pages, mais c'est quand même énorme. 520 pages, et déjà, quand c'est marqué en chiffres romains, les chapitres, déjà, il faut que je cherche. J'ai un peu du mal à déchiffrer cela, mais bon. Et donc, on va voir le deuxième, du coup, qui est composé de un peu plus, 530 pages. Toujours Christophe Estrada, donc Hilarion, l'araignée d'Apollon. Versailles, février 1777. Alors qu'ici on était en 1776, ça fait un livre par an en fait. Par an de 18e siècle. Hein. Donc le pouvoir de Louis XVI est fragile, d'autant que la reine n'a pas encore donné l'héritier attendu par une cour à l'affût des moindres rumeurs. Chargé par le jeune roi de retrouver une correspondance dérobée à Marie-Antoinette, Hilarion de Hesse, aidé de son valet Pierre, bute sur le cadavre du principal suspect dans cette affaire. Quelle direction prendre alors? Quel rôle la charmante Toinette, dont Pierre ne tarde pas à tomber amoureux, joue-t-elle dans cette macabre comédie? Et quelles sont ces ombres qui se glissent à la tombée de la nuit dans le vieux parc glacé? Les questions s'accumulent, les mois aussi. Dans un Versailles nocturne et inquiétant, Christophe Estrada entraîne le lecteur dans les couloirs de service plutôt que dans les salons d'apparat.
afin de saisir tous les jeux de manipulation et de domination. Pendant que sur les terrasses du château, le roi solitaire observe sa cour. Intéressant. Et enfin, on continue donc avec Stephen King. Comme je vous ai déjà présenté les carnets noirs et je me suis fait avoir, on m'avait dit en commentaire gentiment que c'était une trilogie. Donc voilà, je me suis dit je vais lire un seul King et déjà j'ai peur de le lire, mais j'adore comment il écrit. J'en ai lu qu'un seul livre de lui et franchement j'ai eu tellement peur que j'ai plus voulu de relire ses bouquins. Mais je sais pas, là, ça m'a donné envie, les carnets noirs, donc du coup, j'en ai pris 2 autres de lui, donc les 2 premières de cette saga. Et je crois que le tout premier, c'est celui-ci. Ah, ça c'est le 3e. Donc ça c'est le premier en fait, c'est ça. Attends, je suis perdue, c'est pas possible. C'est ça, donc d'abord, c'est celui-ci. Il a plus de 600 pages, il a 660 pages. Bien rempli, bien garni. Donc, Monsieur Mercedes. Midwest 2009. Dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue devant un salon de l'emploi. Soudain, une Mercedes fonce sur la foule, causant 8 morts et 15 blessés dans son sillage. Le chauffeur, lui, a disparu dans la brume sans laisser des traces. Un an plus tard, Bill Hodge, flic à la retraite qui n'a pas su résoudre l'affaire, reste obsédé par ce massacre. Une lettre de tueur à la Mercedes va l'empêcher de sombrer dans la dépression qui le guette. Délaissant le fantastique pour le polar dans lequel il se glisse avec une jubilation contagieuse, Stephen King démontre une fois de plus son talent de conteur et son inspecteur Bill Hodge rejoint les figures emblématiques du roman noir américain. Donc ici nous avons Télérama par Cécile Murray. King assure savamment l'addiction du lecteur horrifié et fasciné par le danger qui enfle. Et puis on a Figaro, donc Bruno Corti, un thriller qui peut rivaliser avec ceux des meilleurs auteurs du genre. Ça donne envie, oui, mais à chaque fois je me trompe. Donc après, il y a les carnets noirs. Je vous invite à voir mon autre vidéo où je vous présente les carnets noirs. Je vais essayer de vous la mettre ici dans le petit i. Et vous pouvez voir concernant les carnets noirs. Et puis enfin, c'est le dernier, donc c'est Fin de ronde. Dans la chambre 217 de l'hôpital Kinner Memorial, Brady Hartsfield, alias Monsieur Mercedes, gît dans un état végétatif depuis 7 ans, soumis aux expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son rectus douloureux et son regard fixe, Brady est bien vivant, et capable de commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit. Sa première pensée est pour Bill Hodge, son plus vieil ennemi. Après Monsieur Mercedes et Carnet Noir, la série de l'inspecteur Hodge se termine avec ce dernier volet parfait, mélange du suspense et d'horreur. À pas lire le soir, hein, je pense. Donc en saisissant thriller fantastique au dénouement terrifiant par Baptiste Léger à l'Express, et puis Le Monde, François Angelier, le maître américain achève une trilogie dont la puissance tragique repose sur l'invention d'une magique figure du flic confronté au mal. Ouais, voilà. Et puis enfin la dernière chose, donc la dernière pépite qu'on va ouvrir, parce que j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Donc ici nous avons un de Wendy Willow, Lucy Maud Montgomery, c'est le 4e tome de saga que je vous ai déjà présenté, et d'ailleurs si c'est dans la même vidéo où je mettrai dans le petit i où se trouvent les carnets noirs, je ne sais plus, je vous laisserai voir aussi cette saga que j'ai déjà en 3 tomes, et ça c'est le 4e. Sinon, si c'est pas la même vidéo, je vous mettrai aussi le petit i ici, avec la vidéo qui présente la saga. Donc nous avons un de Wendy Willow de Lucy Maud Montgomery, une série vendue à 60 millions d'exemplaires, adaptée sur Netflix et aimée par des générations de lecteurs. Voilà, donc ici nous avons ses brillantes études. Derrière elle est désormais fiancée à Shirley, se voit confier la direction du lycée de Summerside sur l'île de Prince Edward, une bourgade d'apparence paisible mais qui va lui réserver bien des surprises et qui se voit Wendy Willow, la pension où elle va vivre pendant 3 ans, sa féerique petite voisine, sa collègue désabusée ou ses élèves aussi touchants qu'exaspérants. Avec un humour ciselé, des envolées lyriques et nostalgiques, ce nouveau volume plonge dans l'esprit d'Anne et dessine le portrait d'une jeune femme tout en nuances et généreuse et directe, mais surtout indépendante. J'adore ces livres, ils sont tellement beaux. On va ouvrir, mais malheureusement celui-ci est arrivé un petit peu abîmé. Je suis un peu déçue en fait. Souvent,
Enfin souvent, ça fait 2 ou 3 fois que je commande sur Cultura. Et à chaque fois, dans un des colis, il y a toujours un livre qui est abîmé. Voilà, et ça c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment très très beau. Et ici on voit cette pliure assez enfoncée. Bon. Je suis vraiment deg. Je pourrais même pas le mettre droit, je peux rien faire là. Bon, si on enlève la jaquette, regardez comment, c'est magnifique. C'est vraiment très beau, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est comme du papier peint en fait, assez lisse. C'est très très joli, j'adore. Donc voilà, voilà, et puis je vais vous montrer, c'est bien évidemment la couverture rigide. Voilà comment ça se présente à l'intérieur, les pages elles sont très lisses, hein. C'est très agréable. Mais pas les pages comme dans un magazine, hein, juste lisses comme dans un livre. De très bonne qualité. Voilà, écoutez, je suis très très contente. Vous avez vu tout ça? Je vais essayer de ne pas tout abîmer, mais... il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même pas mal. On est bien là, non? Oui, j'ai un petit rajout à faire parce que, bon, j'ai acheté ça récemment et du coup, j'ai pas envie de faire une vidéo supplémentaire juste pour un seul livre. Donc voilà, c'est ce que je pensais acheter il y a un petit moment. Donc déjà, chez Édition Babel, c'est assez dense comme écriture. Il y en a plus de 500 pages, je crois. Ah non, pas du tout, 324 pages. Et c'est l'auteur japonais Hiro Arikawa. Donc, collection de livres de poche, Les Mémoires d'un chat. Je vais vous lire 4e de couverture. Un chat de gouttière, au parler franc et rompu au langage des humains, a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour rien au monde, ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom Nana. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux 4 coins du Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler maints aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal. Donc, Les Mémoires d'un chat, parce que tout simplement, en fait, je voulais acheter 2 autres livres de cet auteur-là et un autre auteur qui parle aussi des chats, mais celui-ci était le premier et les 2 autres, en fait, enfin, il y en a un qui était le 2e, je crois, de cet auteur et l'autre qui était d'un autre auteur, mais tout était aux éditions Actes Sud. Et moi, je me dis, bon, j'achète le premier, donc celui-ci qui n'était pas aux éditions Actes Sud, c'était chez Babel. Donc j'achète, je vois, si ça me plaît, je prendrai les 2 autres, mais ça sera chez Babel, du coup, comme ça, je garde, je sais pas, je psychote sur le truc, que tout soit dans le même édition, dans le même format poche, parce que si vous voyez, Actes Sud, ils sont un peu longilignes, les livres, c'est pas du tout pareil au niveau format, donc je préfère avoir le même format dans la bibliothèque. Voilà, donc qui c'est qui est Hiro Arikawa? Donc, Ine, c'est une femme, née dans la préfecture de Kochi, dans le sud du Japon, en 1972. Traduit dans de nombreuses langues, ce premier roman a connu un véritable succès. Chez Actes Sud a également paru Au prochain arrêt, en 2021. C'est celui-ci, justement, Au prochain arrêt, que je voulais. Mais bon, ça sera la prochaine fois. Sauf si je suis vraiment impatiente. Voilà. Donc, en tout cas, j'étais ravie de passer aujourd'hui encore à la librairie. Donc, c'est tout. Donc, j'ai de quoi lire, hein. Là, je suis trop contente. Il faut juste que j'arrive à lire plus vite de ce que je lis actuellement. Ça me fera déjà gagner du temps si j'arrive à lire plus vite. Et puis, écoutez, je vais pas attendre longtemps pour entamer un des bouquins, surtout que quand les années passent, les mois passent, après vous n'avez plus trop envie de lire ce que vous avez acheté au moment venu, donc c'est pour ça. Alors, désolée pour la vidéo trop longue, je pense qu'elle a dû durer une 40aine de minutes. Mais enfin bon, on était interrompu par la machine à laver. Après, j'ai mal fait mon truc, donc j'ai dû refaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Est-ce qu'il y a des bouquins que vous avez déjà lus, sans spoiler bien évidemment le contenu, parce que moi, j'ai pas lu tout ça et j'ai envie de le découvrir. Si vous n'avez pas lu, qu'est-ce qui vous donne envie à lire? Et voilà, donc
restons en contact et puis partageons notre avis. Et puis si jamais il y a des livres que vous avez envie qu'on lise ensemble, je ne sais pas si j'ai jamais fait des lectures communes, jamais de la vie. J'ai déjà fait un défi mais que j'ai jamais accompli jusqu'à la fin parce que je suis pas une rapide lectrice, hein, et à part ça, à part la lecture, j'ai autre chose aussi à faire, comme il y a plein de gens qui font autre chose que la lecture, hein, sauf si c'est leur métier, ils ne font que ça. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas très rapide au niveau de la lecture et que le rythme est à peu près pareil pour vous et moi, on pourra peut-être faire une lecture commune sur ce que je vous ai présenté, et si vous l'avez aussi, voilà. Sur ce que je vous ai présenté, peu importe le unboxing, celui-ci ou un autre précédent ou les deux précédents, parce que ces unboxings-là, je n'ai encore rien lu de ces bouquins-là, parce que je me suis fait, dans le carnet, je me suis établi des pages par mois, avec les livres que je vais lire, et j'ai pris essentiellement ce qui est déjà là depuis des années, et quelques nouveautés bien évidemment, mais bon, j'aimerais aussi, comme j'ai déjà dit, je vais faire le tri, je vais faire entre l'ancien et le nouveau, parce que si je vais toujours laisser passer les livres, les vieux livres que j'ai déjà chez moi depuis des années, et je vais laisser tomber ce que je viens d'acheter, bah ça sera aussi vieux et c'est le cercle sans fin. Donc je vais essayer de faire le mélange, un vieux, enfin un ancien que j'ai acheté il y a quelques mois, quelques années, et un plus récent, comme ça va avancer petit à petit, et puis je vais pas perdre la niaque et l'envie de lire ce que je viens d'acheter. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que l'idée vous plaît aussi, que vous pouvez aussi varier comme ça et faire alterner vos bouquins pour pouvoir lire tout ce que vous avez chez vous. J'ai envie de lire plus vite, avoir le vocabulaire un peu plus riche, dire moins de gros mots, je pense, moins de familiarité, j'aimerais bien. Voilà, et c'est ça le but en fait de ces lectures, et puis ça m'aide aussi de m'évader, j'adore. J'adore, vous n'êtes pas dans le réel, vous êtes dans le imaginaire, voilà. Donc sur ce, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très très bientôt, bonne lecture à toutes et à tous, ciao.